Il y a quelques jours, j'ai réalisé une foire aux questions. Il est maintenant temps de répondre à toutes ces questions. Je vais essayer de mettre en description la liste avec un lien pour que vous puissiez cliquer dessus et aller directement à la question qui vous intéresse le plus si vous n'avez pas envie de voir la vidéo en entière. N'hésitez pas également à voter pour les questions qui vous ont le plus intéressé et je referai une vidéo avec le top des questions les plus intéressantes selon vous en essayant de répondre de manière plus détaillée. Alors, première question. Mira nous demande le nombre d'œufs maximum conseillé par semaine. Alors d'après Angélique Houlbert dans La meilleure façon de manger en 2008, qui recense un maximum d'articles scientifiques sur l'alimentation et qui essaye de casser un peu les stéréotypes trop souvent admis, elle recommande un œuf par jour, puisque un œuf apporterait la quantité de cholestérol dont on a besoin, parce qu'on a besoin de cholestérol, et un œuf nous permet d'avoir cette quantité optimale par jour. Si on est en bonne santé, qu'on n'a pas d'hypercholestérolémie, donc on ne souffre pas de trop de cholestérol, on peut aller jusqu'à 2 œufs par jour. Donc en moyenne, ça nous fait entre 7 et 14 œufs par semaine. Question 2, et jusqu'à la question 20, Sephora, qui s'est fait le porte-parole de tout son entourage pour poser un maximum de questions. Quelle est la quantité de glucides max par jour pour un homme de taille moyenne? Alors, l'Organisation mondiale de la santé a écrit en 1974 un manuel sur les besoins nutritionnels de l'homme. Et à ce moment-là, elle définit les besoins nutritionnels de l'homme comme allant de 2000 à 3000 kilocalories pour une personne de 25 ans, selon si c'est une femme ou un homme, et selon si elle pèse 55 ou 65 kilos. Donc j'ai fait une moyenne et on va partir de la base de 2500 kilocalories de besoins par jour. Dans ce cadre-là, puisque l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments recommande de 50 à 55% des apports en énergie sous forme de glucides, on pourrait considérer qu'on a besoin, sur 2500 kilocalories, de 325 grammes de glucides. Mais Angélique Houlbert, dans La meilleure façon de manger en 2008, recommande pas 50 à 55% d'apport énergétique en glucides, puisque finalement on consomme beaucoup trop de glucides dans nos sociétés et c'est pas forcément bon, parce qu'ils ont souvent un indice glycémique élevé, donc ça fait monter la glycémie, l'insulinémie, etc. Et après ça peut créer des maladies chroniques. Elle recommande entre 40 et 55% de glucides, d'énergie sous la forme de glucides par jour. Ce qui ne nous fait pas 325 grammes de glucides par jour, mais entre 250 et 325 grammes de glucides par jour pour un individu qui aurait besoin de 2500 kilocalories. Question 3. Comment perdre du ventre rapidement? Je pense qu'il faut comprendre le concept de balance énergétique pour perdre du gras, pour perdre du poids. Vous allez consommer par jour des aliments, ils vont vous apporter un certain nombre de calories. Donc on va dire 2500 pour une personne moyenne. Si vous dépensez grâce à l'activité physique plus de 2500 kilocalories, on va dire 2600, vous allez commencer à perdre du gras. Pourquoi? Parce que vous aurez besoin de 2600 kilocalories, mais vous allez apporter que 2500 kilocalories au corps. Il aura besoin de plus d'énergie, parce qu'il n'en aura pas assez. 2500 ne suffiront pas, il en manquera 100. Pour trouver ces 100 kilocalories, il va puiser dans les réserves, puisque les réserves de sucre et de graisse qu'on a, ce sont des réserves de calories, donc il va prendre dedans, et chaque jour, s'il prend un petit peu dans les réserves, au fur et à mesure, on perd du gras, on perd du poids. Alors comment perdre du ventre rapidement? Je ne conseille pas de perdre rapidement, souvent quand on perd rapidement, on reprend rapidement. Il vaut mieux ancrer dans la durée. De toute manière, j'avais lu une étude scientifique il y a très longtemps, donc il faudrait que je la retrouve, je n'ai pas en tête la référence, comme quoi on ne pouvait pas perdre plus d'1 kilo de graisse par semaine. Donc essayer de perdre 3-4 kilos de gras par mois, c'est un bon objectif. Ça revient à une dizaine de kilos en 3 mois. Très bon objectif, je pense. Déjà ambitieux. Question 4. Comment reprendre une activité physique après des années de non-sport pour une personne de 50 ans d'âge? Je pense que dans tous les cas, il faut en parler à son médecin pour ne pas avoir de contre-indications. Et après, il faut être très progressif. Commencer avec 1 ou 2 séances par semaine, pas intense, puis augmenter petit à petit le nombre de séances d'abord, puis l'intensité des séances. Et mettre sa fierté de côté, pas essayer de prendre des poids lourds, de se faire du mal, d'en faire trop. Et peut-être favoriser d'abord les muscles profonds, les muscles stabilisateurs, renforcer ses articulations, sa sangle abdominale, ce qui nous permettra après de faire une activité physique plus intense et dans de meilleures conditions. Question 5, la musculation possède-t-elle les mêmes bénéfices cardiovasculaires que l'entraînement axé sur l'endurance? Alors non, l'entraînement axé sur l'endurance, c'est des efforts longs et peu intenses. L'entraînement axé sur la musculation, c'est souvent des efforts courts et très intenses. Donc l'entraînement axé sur la musculation peut favoriser le développement du système cardiovasculaire, mais pas de la même manière que l'entraînement en endurance. L'entraînement en endurance va permettre de sécréter des hormones, des enzymes bonnes pour la santé, de réduire le rythme cardiaque au repos, ce qui est une bonne chose pour vivre plus vieux, plus longtemps, en meilleure santé, et améliorer l'utilisation de l'oxygène, etc. L'entraînement en musculation, si jamais il est fait de manière intense, donc sous forme de circuit par exemple, le crossfit, etc., peut augmenter la puissance du cœur, donc la quantité qu'on peut donner d'énergie dans un laps de temps court. Donc 2 modalités d'entraînement cardiovasculaire différentes. Question 6. Un repas chargé le soir est-il vraiment si nocif que ça si on cherche à perdre du poids? L'Institut national du sommeil et de la vigilance en 2018
explique que manger des repas trop riches, trop copieux, souvent trop gras avant de dormir, fragmenterait le sommeil. En soi, le sommeil, il faut d'abord savoir qu'il est segmenté en différents cycles qui durent jusqu'à 1h30. Les premiers cycles sont consacrés au sommeil profond, à la récupération, à la régénération. Donc si on les détériore, on les entrave, on peut se mettre en danger, on peut nuire à sa santé. Donc manger trop copieux ou trop gras ou les deux avant de dormir, ça peut être dangereux pour la santé. Donc ce que je vous recommande, c'est soit manger des repas légers, donc 1 ou 2 heures avant de dormir, vous pouvez manger des légumes, peut-être un fruit, quelque chose de léger. Si vous voulez manger un repas copieux, faites-le 3, 4, voire 5 heures avant de dormir. Par exemple, si vous dormez à minuit, mangez à 19 heures ou 20 heures. Voilà. Et si vous avez faim avant de dormir, mangez un fruit. Voilà. Après, dans le cadre d'une perte de poids, ce qui semble important, je pense, c'est le total calorique de la journée. Si au total, vous avez mangé moins de calories que ce que vous avez dépensé, vous ne pourrez pas prendre de poids. Vous allez en perdre plus ou moins facilement selon la qualité des aliments que vous allez manger, si se stocke facilement ou pas, mais dans tous les cas, vous n'allez pas prendre de poids. Vous allez en perdre. Question 7. En quoi les boissons style Gatorade, Powerade sont si bonnes pour la récupération? Je ne crois pas qu'elles sont si bonnes pour la récupération. Elles prétendent permettre de restaurer les stocks de sucre, ce qui est vrai puisqu'elles contiennent du sucre, des glucides. Le problème, c'est que ces sucres ont un indice glycémique élevé et donc favorisent l'hyperglycémie, l'hyperinsulinémie, et ça peut créer au long terme des problèmes de santé. Au-delà de ça, elles prétendent pouvoir rééquilibrer d'un point de vue minéral l'organisme, en apportant des minéraux, magnésium, calcium, sodium, potassium, etc. Mais à côté de ça, il y a pas mal d'additifs et de colorants dedans. Déjà, une boisson bleue fluo, c'est pas forcément naturel. Et si vous mangez à la place de ça un fruit et vous buvez de l'eau, vous pouvez avoir les mêmes résultats sensiblement, mais avec moins de risques. Donc est-ce que le jeu en vaut la chandelle si finalement elles permettent de récupérer? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Question 8. Pourquoi les entraînements endurance favorisent-ils la perte de poids? Je ne pense pas qu'ils favorisent spécialement la perte de poids. La part d'énergie consacrée à la perte de lipides dans un effort long est plus importante, c'est vrai, mais le total calorique ne l'est pas forcément. Par exemple, si je fais un footing d'1 heure, je dépense 700 kcal, je vais dépenser 70% de graisse. Donc en tout, en 1 heure, je vais dépenser 490 calories de graisse. Je fais un effort d'une demi-heure. Fractionné, HIIT, ce que vous voulez, CrossFit, je dépense 1200 kcal, on va dire. Dont 40% de graisse seulement. Ça revient à 480 kcal de graisse. Donc à peu près la même chose. Premièrement, j'aurais gagné du temps, parce que j'aurais fait un entraînement que de 30 minutes au lieu d'1 heure. Donc c'est déjà intéressant. Deuxièmement, j'aurais dépensé plus de calories au total dans l'entraînement plus intense et plus court. Donc c'est de l'énergie que je vais utiliser, qui ne sera plus accessible après pour les autres efforts du quotidien. Et donc pour pallier à ce manque d'énergie, le corps va puiser dans ses réserves. Et là, vous créez un déficit calorique et potentiellement une perte de poids. Donc l'entraînement en endurance ne favorise pas spécialement une perte de poids. À savoir aussi que les exercices courts et intenses favorisent une prise de masse. Et un muscle plus gros, c'est un muscle qui dépense plus d'énergie, même au repos. Plus il est gros, plus il aura besoin de manger, en gros. Au-delà de ça, un effort, plus il est intense et plus il dérègle votre corps. Après, il a besoin de se régler, se rééquilibrer. Et plus il a été déréglé, plus il aura besoin de temps et d'énergie pour se rééquilibrer. Donc si jamais vous faites un effort très intense, vous allez perdre plus de calories après l'effort. Et ça, c'est intéressant. Question 9. Qu'est-ce que la filière énergétique aérobie? Comment fonctionne-t-elle? Question de spécialiste. Alors, pour créer un mouvement, on a besoin d'énergie. La seule molécule du corps qui permet de créer cette énergie, c'est l'adénosine triphosphate, l'ATP. On appelle ça ATP. Le problème, c'est qu'on a des réserves d'ATP, mais lors d'un effort intense, ces réserves sont utilisées en 2 ou 3 secondes. Donc il faut régénérer, resynthétiser cet ATP, sans cesse. Le corps a 3 systèmes qui permettent de recréer de l'ATP, avec soit de la phosphocréatine, soit des glucides, soit des lipides. Un des systèmes qui permet de recréer cette énergie, l'ATP, c'est le système aérobie. C'est le système qui permet de créer de l'énergie dans des efforts longs et peu intenses. Donc à partir de 8 minutes en général d'efforts, de marche rapide, de course, de vélo, etc., vous allez activer cette filière énergétique, l'aérobie, et grâce à l'oxygène, qui va être le comburant, et grâce aux glucides et aux lipides qui vont être le carburant, vous allez créer des nouvelles molécules d'ATP. Alors soit le glucide directement va servir d'énergie dans les muscles, soit les muscles vont transformer les lipides en glucides pour créer de l'ATP. Ce système finalement il est dédié aux efforts longs et intenses, mais comme quand on développe ce système, on développe les capacités cardio-pulmonaires, cardio-respiratoires, on permet aussi de mieux récupérer pour les efforts plus courts, parce qu'on apprend à mieux gérer l'oxygène. Donc c'est intéressant aussi pour mieux récupérer dans les efforts intenses. Question 10. À quel risque s'expose-t-on si on prend de la créatine? Alors je pense que la première chose à savoir, c'est que la créatine,
c'est un acide aminé, donc une composante protéique, qui n'est pas essentielle. C'est-à-dire qu'on peut la fabriquer nous-mêmes dans notre corps. Le foie fabrique la créatine. Donc, puisqu'on n'a pas besoin de la consommer, qu'on la fabrique, c'est pas nécessaire déjà. C'est pas quelque chose qui est obligatoire. Deuxièmement, le foie va en fabriquer toujours en bonne quantité. C'est-à-dire que s'il en manque, qu'on n'en consomme pas du tout, il va en fabriquer plus. Si on en consomme un peu, il en fabriquera un peu. Si on en consomme beaucoup, il en fabriquera moins, voire pas du tout. Donc finalement, l'apport en créatine ne sert pas forcément à grand chose dans la mesure où le foie va s'adapter à cet apport. Et que dans tous les cas, on aura la même quantité de créatine dans le corps. Au-delà de ça, le docteur Frédéric Maton, dans Créatine, intérêt et toxicité potentielle en 2009, met en avant certains risques qui sont ressortis des études scientifiques, comme par exemple les effets secondaires tels que les crampes musculaires, les troubles hépatiques, les troubles rénaux, l'hypertension artérielle et les pathologies cardiovasculaires, et à forte dose, et si jamais c'est de manière trop répétée, certains cancers. Pour les cancers, apparemment, il n'y a pas assez de recul pour affirmer ces hypothèses, et donc ça reste controversé comme idée, le fait que la créatine puisse favoriser certains cancers, ça reste assez controversé. Mais au-delà de ça, puisqu'il y a des risques possibles, et qu'on n'est pas obligé d'en consommer, mon avis personnel, c'est que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Voilà. Question 11. Lors de l'exercice, faut-il essuyer la transpiration ou la laisser sécher sur notre peau? Alors je pense que chacun fait comme il veut, il n'y a pas de recommandation d'un point de vue santé. Après, d'un point de vue social, si on fait une pratique collective, peut-être pour éviter de transpirer sur les autres ou sur les appareils communs ou au sol, peut-être ça pourrait glisser, ça pourrait créer un accident. Ce serait bien d'essayer d'éviter de trop transpirer abondamment sur les trucs partagés, donc peut-être essuyer. Et d'un point de vue personnel et psychologique, éviter de trop transpirer pour pas avoir la transpiration dans les yeux qui pourrait être gênante et être contre-productive. Ça pourrait être intéressant. Donc en somme, d'un point de vue sociologique et psychologique, je dirais que c'est mieux de l'essuyer ou même de mettre des bandeaux éponges là, ou sur les poignets, des brassards éponges pour éviter de trop transpirer. Mais sinon, chacun fait comme il veut. Question 12. On fait comment pour prendre de la masse? Alors pour prendre de la masse, il faut provoquer ce qu'on appelle une tension ou un stress mécanique. On a dans les muscles deux types de fibres. Des fibres rapides, des fibres lentes. Les fibres rapides sont celles qui vont grossir facilement. Les fibres lentes, elles sont plus dédiées à des efforts plus longs et d'endurance. Donc elles restent fines pour être efficientes. C'est-à-dire que des fibres grosses et lourdes pour faire un effort long, c'est pas efficace. Productives, voilà. Elles seraient pas productives si elles étaient trop grosses et trop lourdes. Donc les fibres rapides, par contre, elles ont un bon potentiel hypertrophique, on dit, c'est-à-dire qu'elles peuvent grossir plutôt facilement. Et donc c'est elles qu'il faut stresser pour qu'elles puissent réagir et grossir. Disons que le muscle est intelligent, et si vous le faites souffrir, il va s'adapter pour la fois d'après moins souffrir. Donc pour stresser ces muscles, l'idée c'est de les épuiser le plus rapidement possible. Si vous épuisez votre muscle le plus rapidement possible, il y a de grandes chances que vous épuisiez surtout les fibres rapides, et donc vous créez ce stress mécanique qui puisse provoquer ensuite une prise de masse musculaire après. À condition bien sûr de consommer suffisamment de protéines, et à condition bien sûr de manger beaucoup de vitamines et minéraux pour que l'organisme fonctionne correctement. Voilà, l'INSEP, l'Institut National de l'Expertise, attends ça a changé le nom, Institut National du Sport et de l'Expertise Physique je crois, parce qu'avant c'était éducation physique, recommande 0,8 g de protéines par kilo et par jour pour quelqu'un qui ne fait pas de sport, 1,2-1,3 g pour quelqu'un qui fait des sports d'endurance, 1,5-6 g pour quelqu'un qui fait de la musculation ou des sports intenses, et jusqu'à 2 grammes maximum pour ceux qui font une prise de masse. Question 13, est-ce qu'on doit boire de l'eau quand on est en sèche? Le corps est fait de 60 à 80% d'eau, alors on ne peut pas se passer de boire de l'eau. Sachant qu'en plus, si on perd 1% d'eau, on perd jusqu'à 10% de performance. Oui, il faut boire de l'eau, peu importe ce qu'on fait, il faut toujours boire de l'eau, 2 litres d'eau par jour minimum, voire plus. Question 14, quels sont les aliments conseillés pour perdre du poids? Alors moi, je vous recommande les aliments qui ont une grande densité nutritionnelle, c'est-à-dire pour très peu de calories, ils vont avoir un maximum de vitamines et minéraux. On dit que c'est des aliments qui ont des calories pleines. Un aliment qui pour 100 calories a plein de vitamines et minéraux, alors que les aliments qui ont des calories vides, ce seraient des aliments qui pour 500 voire 1000 kilocalories n'ont pas de vitamines et minéraux. Donc plus il y a de calories et moins il y a de vitamines et minéraux, et plus on dit que c'est des aliments à calories vides, souvent les aliments transformés, raffinés, les sucreries, etc. Et plus l'aliment a une grande densité nutritionnelle, plus il a de minéraux et de vitamines pour peu de calories, et plus on dit qu'il a des calories pleines. Donc favoriser les calories pleines, minimiser voire supprimer les calories vides, et essayer de créer un déficit, calorique. Essayer de consommer moins de calories que ce qu'on dépense pour pouvoir créer une perte de poids. Question 15. À quel rythme on doit faire du sport pour être efficace?
Alors, tout dépend du niveau de pratique, hein. L'Organisation mondiale de la santé déjà recommande 30 minutes d'activité physique intense à modérée par jour pour un adulte, ce qui revient à 3h30 par semaine. Donc ça peut être une, deux, trois séances. Dans tous les cas, je pense qu'il faut être progressif. On commence avec une ou deux séances, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis jusqu'à 6, voire plus. Tout dépend après de votre forme, de votre âge, de si vous aimez l'activité ou pas, et du temps que vous avez disponible. Dans tous les cas, ce qui peut être intéressant, c'est de varier le type d'exercice, pas faire la même chose tous les jours, sinon on risque de s'épuiser, voire de se surentraîner. Et après, c'est la régression, l'échec, voire des problèmes de santé graves. Mais varier, si un jour je fais de la musculation, le lendemain je peux aller faire du basket, ou je peux aller jouer avec mes enfants, ou avec mes amis, peu importe. Tout est bon à prendre, nager, faire de l'acrobranche, jouer aux fléchettes, toute activité est bonne à prendre. Question 16. Est-ce qu'on peut se muscler en faisant que des burpees? Alors d'abord, le burpee, c'est un exercice excellent. C'est un exercice qui consiste à faire une pompe, à se lever, à sauter, à redescendre, à refaire une pompe. Donc ça muscle tout le corps quasiment, ou presque. Ça muscle aussi le système cardiovasculaire, donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Après, faire toujours le même exercice, premièrement, d'un point de vue psychologique, ça peut faire rentrer dans une routine, être monotone. C'est assez monotone finalement, et donc ça peut devenir lassant et provoquer une perte de motivation. La motivation, ça reste, je pense, un élément clé pour pouvoir avoir des résultats. Au-delà de ça, dans tous les cas, le corps finit par s'habituer à un exercice qu'on refait tout le temps. Il faudrait changer alors le type de burpees, ou la vitesse, ou la durée, le volume, l'intensité, ce qu'on veut. Mais il ne faut pas faire toujours la même chose en tout cas. Mais comme c'est un exercice vachement complet, je pense que ça pourrait être intéressant sur une durée déterminée, quelques semaines ou même quelques mois, de s'entraîner en mettant la focale sur les burpees et voir ce que ça donne, pourquoi pas. En augmentant toujours l'intensité à chaque fois, le nombre de répétitions, la durée ou la vitesse, ou ce qu'on veut. Donc à tester. Question 17. Combien de temps après avoir mangé faut-il attendre pour faire du sport? Alors tout dépend du type d'aliment. L'idée, c'est quand on commence à faire une activité physique, d'autant plus si elle est intense, d'avoir l'estomac qui n'est pas plein. Donc d'avoir bien entamé la digestion déjà. On ne peut pas l'avoir terminé totalement, hein, parce qu'il faut vraiment beaucoup d'heures pour finir une digestion totalement. Mais en 6 heures, en général, l'estomac est vide. Donc si vous consommez des produits qui sont difficiles à digérer, donc souvent des produits gras, ou bien même s'ils sont faciles à digérer, mais vous consommez une trop grande quantité de quelque chose, attendre au moins 3 ou 4 heures avant de faire une activité physique. Si jamais vous consommez un repas normal, attendre peut-être 2 heures. Et si vous consommez des choses qui sont faciles à digérer, comme juste des fruits ou des légumes, 1 heure, voire une demi-heure, c'est juste pour un fruit. Voilà. Question 18. Y a-t-il un laps de temps dans lequel il est nécessaire de consommer des protéines animales végétales après une bonne séance de musculation durant laquelle les muscles ont été craqués? Donc en général, la science montre que c'est intéressant de consommer des protéines dans les quelques heures après l'effort. Donc 2-3 heures après l'effort, consommer une dose de protéines de 20 grammes, ça pourrait favoriser la prise de muscle. Par ailleurs, le système cardiovasculaire envoie beaucoup de sang dans les muscles pendant l'effort, pendant le sport. C'est du sang qui n'est pas dans le système digestif. Et pour manger et digérer, notamment, on a besoin que le système digestif soit opérationnel et qu'il y ait beaucoup de sang pour le faire fonctionner, parce que tous les organes ont besoin du sang pour fonctionner. Le sang apporte l'oxygène et les nutriments. Donc le système digestif a besoin de sang pour fonctionner de manière optimale. Or, si tout le sang, ou une grande partie du sang en tout cas, se trouve dans les muscles après avoir fait l'effort, il ne sera pas dans le système digestif et donc la digestion ne sera pas bien menée. Donc je pense que c'est important d'attendre au moins une petite heure après l'effort, surtout s'il a été long ou intense, pour pouvoir digérer de manière optimale et pas avoir de problèmes de digestion. Mais avant de prendre ce vrai repas, une bonne heure après l'entraînement, on peut toujours prendre une petite collation, une boisson ou un fruit. Je pense que ça ne pose pas de problème, c'est facile à digérer. Question 19. Pour la prise de masse, quels aliments sont conseillés et inversement pour la sèche? Alors il faut maximiser les aliments qui sont riches en protéines et les aliments qui sont riches en vitamines et minéraux. Parce que les vitamines et minéraux permettront de faire fonctionner le corps de manière optimale et donc d'utiliser les protéines de manière correcte. Donc les aliments qui sont riches en protéines, c'est les légumineuses, légumes secs, oléagineux, fruits à coque plutôt. Les produits d'origine animale, viande, poisson, œufs, produits laitiers et les produits céréaliers. Les produits riches en vitamines et minéraux, c'est les fruits et les légumes globalement. Après, il y a beaucoup de vitamines et minéraux quand même dans certains produits d'origine animale et dans les légumes secs et les fruits secs. Mais les produits qui ont la meilleure densité nutritionnelle, donc la meilleure teneur en vitamines et minéraux pour un minimum de calories, sont les fruits et légumes. Donc pour une prise de masse, l'important c'est de manger suffisamment de calories, donc de protéines, etc., glucides, lipides et de vitamines et minéraux. Veillez à répondre aux besoins journaliers en protéines, donc jusqu'à maximum 2 grammes de protéines par kilo de poids par jour. Il y a un article qui montre, c'est de qui l'article déjà, j'ai noté? Marine Fabre, optimisation des apports protéiques en récupération de séances d'entraînement en musculation en 2019, qui montre qu'il y a un seuil par contre au-delà duquel l'augmentation en protéines n'induirait pas de prise de masse. Si on consomme plus de 2 grammes de protéines par kilo par jour, apparemment,
tout ce qu'on aura consommé en plus ne sera pas synonyme de prise de masse musculaire. Donc ça sert à rien. Donc consommer maximum 2 grammes de protéines par kilo par jour. Voilà, donc ça c'est pour la prise de masse. Pour une sèche, moi je pense que c'est la même chose, il faut consommer la même quantité de protéines pour ne pas perdre de muscle et pour essayer d'en prendre aussi, pourquoi pas. Mais comme il s'agit de perdre aussi de la masse grasse, il faut créer un déficit calorique. Donc il faut réussir à dépenser plus de calories qu'on en consomme, tout en gardant la même teneur en vitamines, minéraux et protéines. Donc deux possibilités, soit réduire les lipides et les glucides, soit faire plus d'activité physique. Question 20. Est-ce que les vêtements trop serrés sont gênants pendant le sport? Est-ce que ça empêche le muscle de travailler ou de moins bien travailler? Et après le sport, si on met quelque chose de serré aussi, est-ce que ça l'empêche de se reposer correctement? Alors des vêtements trop serrés, ça peut entraver la circulation sanguine, étant donné que pendant l'effort, les muscles ont besoin de sang, d'oxygène, de nutriments, etc. Si on entrave ça, on entrave la performance. On peut même se mettre en danger parce qu'une mauvaise circulation, c'est jamais bon signe, ça fait pas bon ménage. Après, pour la récupération, il existe des vêtements de compression qui servent à améliorer le retour veineux. Parce qu'en fait, on a le cœur qui est une pompe à sang qui envoie du sang dans les artères, du sang propre entre guillemets, sans déchets, avec de l'oxygène et plein de nutriments, dans tous les organes du corps. Et après, une fois que ça passe dans les organes, ça ressort par les veines, ça revient au cœur avec tous les déchets. Et après, tous ces déchets sont évacués par la respiration. Le problème, c'est que ce retour veineux, il est difficile notamment pour les jambes. Parce que les jambes ne sont pas favorisées par la pesanteur, vu qu'elles sont plus basses que le cœur, la remontée du sang par les veines est difficile. Il existe des vêtements de compression, des chaussettes de compression, par exemple des bas de compression, on appelle ça, qui favorisent ce retour veineux. Donc qui peuvent être intéressantes pour la récupération. Parce que ça fait mieux circuler le sang, donc meilleur apport d'oxygène et de nutriments, et meilleure élimination des déchets musculaires. Alors, question 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 par Sébastien. Question 21, comment faire pour avoir des fesses? Alors il faut travailler les muscles fessiers, selon les modalités qu'on a expliquées tout à l'heure pour prendre de la masse, c'est-à-dire stresser le muscle dans le temps le plus court possible, et répéter ça sur une séance assez grande en termes de volume, c'est-à-dire plusieurs exercices, pas juste un seul exercice, donc au moins 2, 3, 4 exercices, avec plusieurs séries à chaque fois, 2, 3, 4, 5 séries, pour créer vraiment un stress. Il faut y aller très progressivement, plus on débute et moins on fera de répétitions, et moins on fera de séries, et moins on fera un grand volume d'entraînement. Puis après, plus on gagne en expertise, plus on augmente le volume, plus on augmente l'intensité, etc. Pour toujours créer ce stress, parce que si on s'habitue, après on est moins stressé, voire plus stressé du tout. Il faut stresser ce muscle, et après faire plusieurs séances par semaine, 1, 2, voire 3 séances par semaine pour prendre du muscle. Attention à bien récupérer, parce que pour prendre du muscle, il faut faire des efforts intenses, et plus les efforts sont intenses, plus le corps va être déséquilibré, plus il aura besoin de temps pour se rééquilibrer. À côté de ça, il faut aussi respecter les apports en protéines, en vitamines et minéraux, etc., en nutriments. Comment faire pour avoir des abdos? Donc pareil que pour les fesses, sauf que les abdos en général, on veut les voir. Et s'ils sont cachés sous une couche de graisse, on a beau les faire grossir autant qu'on veut, si la couche de graisse ne diminue pas, on ne les verra pas. Alors il s'agit de faire grossir le muscle tout en faisant diminuer la couche de graisse, et pour ça, il faut créer un déficit calorique. Donc manger moins de calories que ce qu'on dépense. Après, comme on a besoin de calories qu'on n'a pas dans l'alimentation, on va puiser dans les réserves, donc notamment dans le ventre, mais aussi partout où il y a des réserves, pour pouvoir avoir cet apport en énergie et fonctionner correctement. Et après, petit à petit, au fil des jours, des semaines, des mois, la graisse s'en va tranquillement, progressivement, et on voit nos abdos. Question 23, comment se muscler les avant-bras? Deux possibilités. Soit faire des exercices polyarticulaires comme le soulevé de terre ou les tractions qui nécessitent de la poigne et donc qui vont travailler les avant-bras en gainage, en isométrie, donc contraction sans mouvement, soit faire des exercices spécifiques qui isolent les avant-bras, comme des exercices où on va utiliser la poigne, comme ça, ou alors faire du sport, des sports qui permettent de muscler les avant-bras aussi, comme par exemple le judo ou l'escalade, etc. Question 24, comment éviter de se blesser les poignets en faisant des pompes? Déjà, il faut y aller progressivement. Si on débute, on en fait un petit peu, et au fur et à mesure des séances et des semaines, on fait de plus en plus de séances et de plus en plus de répétitions. Aussi, si on est en surpoids, on limite le nombre de répétitions, parce que tout le poids du corps, ça peut être difficile pour c'est des petites articulations, ça peut être difficile pour elles de supporter tout ça. On peut aussi se faire aider en mettant un élastique qui nous soutient ou un ami qui nous soutient pour essayer d'alléger un peu le poids qu'on a sur les poignets. Au-delà de ça, on peut, si ce mouvement avec la main à plat fait du mal à l'articulation, aligner le poignet avec l'articulation, utiliser des poignets pour faire des pompes, ça peut soulager l'articulation. On peut aussi mettre des bandes pour protéger l'articulation, pour la stabiliser et la maintenir. Mais le truc à ne pas faire, c'est de faire des pompes sur une surface molle qui pourrait créer des déséquilibres et créer des entorses. Question 25. Comment éviter de se blesser les genoux ou les chevilles en faisant de la corde à sauter? Donc comme pour les pompes et les avant-bras, il faut être très progressif et aller tranquillement, commencer par des séances de 3, 4, 5 minutes, 1 ou 2 fois dans la semaine, puis 2-3 fois dans la semaine, des séances de 5, 10 minutes, 15 minutes. Je pense pas que ce soit bon de faire plus de 30 minutes de corde à sauter, que ce soit nécessaire. Et c'est vrai que la corde à sauter, c'est plusieurs sauts à chaque fois. Et lors d'un saut, on peut supporter entre 2, 3, 4, 5, 6 fois le poids de son corps.
Donc ça peut être délétère pour les articulations, notamment si on est très lourd. Donc ce qui peut être intéressant à côté aussi, c'est de muscler ces articulations-là, comme pour les poignets, les avant-bras. Essayer de muscler un peu les genoux, les chevilles avec des exercices d'équilibre pour muscler tous ces muscles qui vont permettre de stabiliser et qu'on oublie souvent. Question 26. Est-ce que le régime vert fonctionne vraiment? Bah moi, a priori, quand j'entends régime vert, je pense à un régime qui se baserait sur des aliments naturellement verts. Artichauts, chou-fleur, épinards, haricots verts, etc. Je me suis un peu renseigné et d'après les 2-3 sites que j'ai vus, 2-3 blogs, c'est plus un régime qui maximise les fruits et les légumes et qui diminue les sucreries, tout en permettant les produits céréaliers, les produits laitiers, etc. Diminue aussi un peu les viandes, je crois. Donc finalement, c'est intéressant, c'est juste avoir un mode de vie un peu plus sain que ce qu'on pourrait avoir habituellement. Le problème, c'est qu'il est recommandé sur 2 semaines pour détoxifier l'organisme. Moi, j'ai bien peur que sur 2 semaines, après, on reprenne trop vite des habitudes dès que ce laps de temps est terminé. Donc ce serait intéressant d'adopter ce type de régime où on maximise les fruits et les légumes et on diminue un peu les sucreries et les produits d'origine animale sans forcément les enlever totalement, mais sur le long terme, que ça devienne un mode de vie et pas juste un régime. Voilà ce que j'en pense. Et dans ce cas-là, oui, je pense que ça peut vraiment marcher pour être en meilleure forme. Question 27. Mélange eau, citron chaque matin, c'est comment? Alors j'ai pas trouvé d'études scientifiques là-dessus. Je sais juste que le citron dans la famille des agrumes, donc avec les oranges, mandarines, clémentines, pomelo, pamplemousse, c'est le fruit qui a la meilleure densité nutritionnelle, c'est-à-dire que pour le moins de calories, il aura le plus de vitamines et minéraux. Donc c'est vraiment intéressant d'en consommer. Après, je sais aussi que l'eau très très chaude aura tendance à détruire les vitamines. Donc ensemble, ça perd un peu de son intérêt. Donc peut-être de l'eau tiède. C'est vrai que l'eau froide, apparemment, mais j'ai pas trouvé d'études scientifiques véridiques là-dessus, ce serait trop facilement digéré, donc ça ne laisserait pas le temps d'assimiler les vitamines et les minéraux. Donc l'eau tiède peut-être, de l'eau tiède avec du citron, ou sinon simplement faire un jus d'orange avec du citron dedans, ou un smoothie avec des légumes et des fruits et du citron, etc. Moi je prends comme smoothie le matin épinards, bananes, citron vert et jus d'orange. Voilà. Alors question 28. Ahmed nous demande une comparaison régime végétarien et régime basique avec la viande, etc. sur le niveau de la performance. Alors apparemment, même si je ne l'ai pas vu, le reportage de Game Changer, je crois qu'il est réalisé par Arnold Schwarzenegger, met en avant que beaucoup de sportifs sont passés au régime vegan. Vegan, c'est comme ça qu'ils appellent ça aux États-Unis, c'est plus que le régime végétalien. Le régime végétalien, c'est ne pas consommer de produits d'origine animale du tout. Pas d'œufs, pas de produits laitiers, pas de miel, pas de viande, pas de poisson. Le mode de vie vegan, c'est la même chose, mais pas de consommation de produits d'origine animale dans quoi que ce soit, dans n'importe quel domaine de la vie. C'est-à-dire on ne porte pas de cuir, etc. etc. Donc apparemment, le régime végétalien augmenterait les performances et serait garant d'une meilleure santé. Le problème, c'est que le régime végétalien, je pense, peut être synonyme de certaines carences, pas en protéines, mais en certaines vitamines, notamment la vitamine B12, donc faire attention. J'avais vu aussi un reportage sur un athlète joueur de hockey qui était devenu végétalien et dont toutes les performances avaient explosé. Mais à voir avec le recul ce que ça donne dans le temps, au bout de plusieurs années, parce que la vitamine B12 qui peut faire carence, c'est la seule vitamine du groupe B qui se stocke, et donc on peut ne pas avoir de carence pendant plusieurs années sans s'en rendre compte. D'un point de vue personnel, puisque je suis devenu végétarien puis végétalien, quand je suis devenu végétarien, toutes mes performances ont explosé, j'ai perdu du poids, je tombais moins malade, avant j'avais beaucoup d'otite, de rhinopharyngite, tout, beaucoup moins après. Puis quand je suis devenu végétalien, une petite différence, je me sentais un peu plus léger, un peu plus dynamique, mais pas une grande différence avec le régime végétarien. Voilà. Donc à tester, Ahmed, si tu veux voir une différence, essaye. Je pense que dans tous les cas, quand on change son alimentation, au début c'est un peu difficile, mais il faut tenir. Peut-être voir se lancer un défi sur un mois ce que ça peut donner. Question 29. Ashley nous demande comment avoir une alimentation équilibrée en bannissant la viande de son alimentation. Cette question elle revient à se poser la question qu'est-ce que la viande peut nous apporter qu'on ne trouve nulle part ailleurs? Alors elle nous apporte rien d'essentiel qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Souvent on va croire qu'il y a plus de protéines dans la viande qu'ailleurs. Dans 100 grammes de bœuf on a 18 grammes de protéines, dans 100 grammes de cacahuètes on a 28 grammes de protéines. Après il faut savoir que les protéines elles sont composées d'acides aminés. Les acides aminés qui sont dans les protéines animales sont plus complets que dans les protéines végétales. Mais dans les protéines végétales, si dans les légumineuses il manque un acide aminé essentiel et dans les produits céréaliers il en manque un aussi essentiel, c'est pas les mêmes de manger des légumineuses avec des produits céréaliers quand on est végétalien par exemple, ça permet d'avoir toutes les protéines qu'il faut. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le problème ça peut être les carences de l'ordre de la vitamine B12, mais ça c'est pareil, c'est plus propre au régime végétalien. Quand on est végétarien et qu'on mange des œufs, quand on mange des produits laitiers, etc., en principe, si on mange une alimentation équilibrée, on ne s'expose pas trop au risque de carence. Les carences, elles viennent, qu'on soit végétarien, végétalien ou qu'on mange de tout, qu'on ait un régime plus classique, plus conventionnel, entre guillemets, elles viennent quand on ne varie pas assez ce qu'on mange et qu'on mange trop souvent la même chose. Ou trop souvent des calories vides, des aliments raffinés, transformés qui ne contiennent pas de vitamines et minéraux. Alors Céliane
pour les questions 30, 31 et 32. Donc question 30, Céliane nous demande quel type d'aliments consommer pour combler de fortes carences en vitamines. Même réponse que tout à l'heure, des aliments dont la densité nutritionnelle est élevée. Donc dans le livre La meilleure façon de manger en 2008, ils définissent ça comme ça. Le moins de calories possible pour la plus grande concentration en nutriments. Donc il donne une liste, ce livre donne une liste qui est vraiment intéressante. Bettes, choux, cressons, épinards, laitue romane, mâche, poivrons, pourpiers, salade frisée. Donc tous ces fruits et ces légumes que les enfants n'aiment pas en général. Quel type d'exercice pour pallier une carence musculaire? Donc je ne sais pas trop Céline ce que tu entends par carence musculaire. Est-ce que c'est une carence dans les nutriments qui sont dans les muscles? On sait que le muscle a besoin de calcium par exemple pour se contracter. Ou est-ce que c'est un muscle qui serait plus petit que les autres, moins développé? Je pense que c'est plutôt ça, donc on va essayer de répondre à ça. Donc pour combler un manque d'un point de vue musculaire, il s'agit de muscler ce muscle en particulier avec des exercices d'isolation. Donc vraiment, peut-être en fin de séance à chaque fois, rajouter un petit 10 minutes, 15 minutes d'exercice pour le muscle en particulier qui ferait défaut, pour essayer de le stresser davantage et qui se renforce plus que les autres. Question 32. Quel type d'aliments consommer pour booster son système immunitaire? Question très intéressante, merci Céliane. Donc dans l'air, il faut savoir qu'il y a des éléments, les radicaux libres, qui vont faire vieillir l'organisme. Alors pour éviter ça, pour freiner ce vieillissement, il faut consommer des aliments riches en antioxydants. Il existe un indice créé par les scientifiques américains, l'indice ORAC, pour Oxygen Radical Absorbance Capacity, meilleur accent anglais de la vidéo, en même temps c'est le seul. Donc plus l'indice ORAC est élevé, plus un aliment est susceptible de renforcer les capacités antioxydantes du corps. Le docteur Ronald Prior de l'université Tufts, TUFTS, estime qu'il faudrait entre 3000 et 5000 unités d'ORAC pour avoir un impact significatif sur les capacités antioxydantes du corps. Donc le livre La meilleure façon de manger a recensé les aliments, tous les aliments selon leur indice ORAC, et moi j'ai extrait ceux qui ont l'indice le plus élevé. Donc il faut toujours privilégier de manière les fruits, les légumes, etc., les légumes secs, fruits secs, voilà. En particulier les artichauts, qui ont l'indice ORAC de 9409 pour 100 g d'artichauts. Les haricots rouges, 12 359 pour 100 g. La cannelle, 267 536 pour 100 g. Clou de girofle, 314 446. Curcuma, 159 277. Gingembre, 28 811. Noix de pécan, 17 940. Myrtille, 9 220. Pruneau, 8 578. Donc à savoir que, comme je vous l'ai dit, le docteur Ronald Prior recommande 3000 à 5000 unités d'ORAC par jour pour améliorer les capacités antioxydantes. Donc maximiser les fruits et les légumes. Alors Timothée nous pose 3 questions. Question 1. Je n'ai que 15 à 20 minutes pour faire ma séance de sport le midi. Renforcement musculaire. Le plus souvent, je commence direct. Comment inclure un échauffement étant donné que je n'ai pas beaucoup de temps? Alors tout dépend du niveau de pratique. Dans tous les cas, je dirais qu'avec une séance de 15 à 20 minutes, c'est pas évident, mais il faut un échauffement qui dure à peu près 5 minutes. Donc pour un débutant, commencez par du gainage statique pour élever la température corporelle, le système cardio-respiratoire pour l'activer, pour augmenter le rythme cardiaque et activer les muscles sans risquer de se blesser. Passez du gainage statique au dynamique progressivement et au total, cette phase de gainage devrait durer à peu près 3 minutes. Rajoutez ensuite un exercice sur 1 ou 2 minutes un peu plus cardio comme des jumping jacks en fractionné, 15 secondes d'effort, 15 secondes de repos pour activer vraiment le système cardio-respiratoire et les muscles. Donc ça ferait à peu près 5 minutes d'échauffement, ce qui est pour moi assez correct et assez complet. Pour quelqu'un qui est plus expert, je pense qu'on peut commencer par du cardio avec de la course par exemple, ou du rameur, c'est plus complet, ou du vélo elliptique, ou de la corde à sauter, et faire ça pendant 2-3 minutes à intensité modérée, et enchaîner avec du gainage dynamique directement, puis après un exercice de musculation complet, intégral, comme les burpees ou l'épaulé développé avec flexion de jambes. Ça permettrait de travailler vraiment le corps de manière complète et efficace, et ça ferait un échauffement qui durerait 5-6 minutes. Voilà, dans tous les cas, faire attention, s'écouter, après l'échauffement récupérer quand même une petite minute, boire un petit peu, et pas en faire plus que ce qu'on est capable, vraiment, il faut s'écouter. Question 34. Hormis le fait d'adopter une alimentation variée et équilibrée, quel groupe musculaire faut-il travailler en priorité lorsqu'on veut perdre de la masse grasse? Alors pour perdre de la masse grasse, il y a 2 possibilités. Soit directement faire des efforts longs et peu intenses pour perdre de la masse grasse, un maximum de masse grasse directement, mais on a vu que ce n'était pas forcément le plus efficace. Soit dépenser beaucoup de calories pendant le sport. Si on dépense beaucoup de calories pendant le sport, après, on a moins d'énergie pour finir la journée avec les activités du quotidien, puisqu'on en a utilisé beaucoup pour le sport. Donc là, comme on a moins d'énergie qui vient d'alimentation, on va puiser dans les réserves, et c'est là où on va perdre du gras. Donc pour maximiser la dépense calorique, il faut favoriser le travail des membres inférieurs. Les membres inférieurs qui ont des muscles plus gros, fessiers, quadriceps, ischio-jambiers, etc., dépensent plus d'énergie, puisqu'un muscle plus gros dépense plus d'énergie. Mais si les jambes dépensent plus d'énergie que le haut du corps,
Les jambes plus le haut du corps dépensent plus d'énergie que juste les jambes. Donc faire des exercices plutôt fonctionnels qui font travailler l'ensemble du corps semble être plus intéressant pour perdre plus de calories et donc plus de gras. Question 35. On part sur 3 ou 4 séances par semaine. Vaut-il mieux travailler plusieurs groupes musculaires dans la même séance ou vaut-il mieux se concentrer sur un groupe musculaire chaque jour? Exemple, lundi pectoraux triceps, mercredi dos biceps, vendredi jambes. Donc ça revient à la question qui revient souvent. Est-ce qu'il faut travailler en split routine, c'est-à-dire un muscle ou deux par séance, en half routine ou half body, la moitié du corps un jour, l'autre moitié l'autre jour, ou en full body, tout le corps à chaque séance? Si c'est d'un point de vue santé, pour être fonctionnel, performant et avoir un bon cardio, je dirais qu'il faut travailler tout le corps à chaque fois. Si c'est pour gagner en masse musculaire ou en force, ou des choses bien spécifiques, ça peut être intéressant de travailler les muscles soit en half body, soit en split routine, dans la mesure où pour faire progresser un muscle, il faut toujours augmenter l'intensité pour créer un stress. On peut jouer sur l'intensité de l'exercice en lui-même, donc la charge par exemple qu'on emploie, sur le volume d'entraînement, donc la durée de la séance, et sur la fréquence d'entraînement, donc combien de fois par semaine. Si jamais on fait des exercices en full body à chaque fois, on va travailler un muscle soit avant, soit après un autre, donc on risque d'être fatigué et pas se donner à fond, donc pas augmenter l'intensité. On risque aussi de travailler ce muscle moins longtemps, parce que la séance ne durera pas 4 heures non plus. On va considérer qu'une séance dure toujours entre 1 heure et 2 heures. Donc 1 heure de séance en travaillant 5 muscles, c'est accorder moins de temps à un muscle que si on fait 1 heure de séance en ne travaillant que 2 muscles. Donc ça peut être intéressant de ce point de vue-là, si on veut gagner de la masse, de la force, ou on a un objectif spécifique en tout cas, et pas seulement améliorer sa condition physique, ça peut être intéressant de travailler les muscles en split routine ou en half body. Ça permet de travailler, d'augmenter certains paramètres plus spécifiquement. Ensuite, Coco nous demande quel est le déficit calorique idéal pour perdre du poids. Un trop grand déficit fait prendre du poids, réduire les muscles. Point d'interrogation. Alors, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en 2008, met en avant le fait que le métabolisme de base moyen pour chaque habitant par jour est de 1680 kcal. Ça veut dire que même si on fait rien, pas d'activité physique, notre corps a besoin de environ 1700 kcal pour vivre. Donc dans tous les cas, il faut que tu consommes un minimum de 1700 kcal par jour. Après, en général, un homme en moyenne, il va consommer 2500-3000 kcal. Si jamais tu veux être progressif, laisser le temps à ton corps de t'adapter et pas prendre de risques d'un point de vue physique, physiologique et d'un point de vue psychologique aussi, puisque diminuer trop radicalement l'alimentation, ça peut être source de problèmes psychologiques, notamment la dépression. L'idée, c'est d'être très progressif. Moi, je te recommande de diminuer de 2 à 300 kcal par jour ton alimentation et voir ce que ça donne sur 1 ou 2 semaines, etc. Et puis après, diminuer un peu plus ou un peu moins, adapter, jauger et tâtonner. Deuxième question de Coco, question 37. Que manger après la musculation? Faut-il un aliment à indice glycémique bas ou haut en plus des protéines? Donc comme tu l'as dit, il faut des protéines, environ 20 grammes de protéines dans les heures qui suivent la séance. Après, certaines personnes parlent de fenêtre métabolique. Je crois que cette notion elle commence à être controversée. Et à la base, une fenêtre métabolique, c'est en gros, après une bonne séance de sport intense, le fait de manger des aliments riches en glucides, etc., ça favoriserait l'absorption des autres nutriments. Dans tous les cas, je pense qu'augmenter l'indice glycémique des aliments, manger des aliments à indice glycémique élevé, c'est des aliments qui vont augmenter la glycémie, qui vont augmenter l'insulinémie, et à long terme, augmenter trop souvent l'indice glycémique, augmenter trop souvent la glycémie et l'insulinémie, ça peut provoquer des maladies chroniques comme le diabète. Donc je pense que même si ça peut favoriser l'absorption des nutriments ou quoi que ce soit, ça ne changera pas les choses radicalement, et encore une fois, le jeûne n'en vaut pas la chandelle, il ne vaut mieux pas se risquer à se mettre en danger. Et donc moi, ce que je recommande, c'est de toujours, tant que possible, favoriser les indices glycémiques bas, les aliments à indice glycémique bas, et garder des aliments à indice glycémique élevé pour quand on veut se faire plaisir, on sort au restaurant, on veut profiter un peu parce qu'on a le droit à une gourmandise de temps en temps quand même. On n'est pas des machines, il faut se faire plaisir. Alors Romain nous demande, que penses-tu du jeûne intermittent en vue d'une perte de poids? Alors il semble qu'au niveau scientifique c'est assez contrasté. Il y a des études qui prouvent que c'est intéressant, que ça permet de détoxifier le corps, etc. et de perdre du poids. Des études qui disent que c'est pas utile, ça ne sert à rien, c'est même dangereux. Alors moi ce que j'en pense, vu que j'ai pratiqué le jeûne plusieurs fois, je peux me permettre de donner un avis. C'est intéressant pour se dégager du temps, se décentrer de l'alimentation. Il y a une phrase un peu toute faite qui dit que dans nos sociétés, on vit pour manger et on ne mange pas pour vivre, alors qu'on devrait manger pour vivre finalement. Ça reste un besoin, c'est pas un objectif de vie, la nourriture. Et moi je pense que c'est vrai, on est trop centré sur l'alimentation, c'est vraiment, on se voit pour manger, on mange pour se voir, etc. Notre vie sociale tourne autour de l'alimentation, du restaurant, de la cantine, tout tourne autour de l'alimentation. Jeûner, ça permet de se décentrer un peu de là-dessus et de faire d'autres choses, de se recentrer sur différentes choses, des activités créatrices, de se recentrer sur ses proches, etc., sur soi-même. Donc ça peut être intéressant pour aussi se désaccoutumer, parce que souvent on est accoutumé à certaines substances sucrées, etc. Donc ça peut être intéressant. 2 erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber, je pense,
c'est de se priver pour se récompenser. Je mange pas et après je mange tout ce que je veux. Donc là, on fait augmenter l'indice glycémique, etc. Et on crée le lit de plusieurs maladies chroniques comme le diabète. Deuxième erreur, c'est de ne pas consommer suffisamment. Donc avoir un déficit trop grand en calories et perdre trop de poids, perdre des vitamines, des minéraux et créer des carences. Il y a ce risque-là. Donc moi je pense que c'est intéressant à faire, mais il faut s'écouter, il ne faut pas forcer, il faut y aller progressivement. Que penses-tu des compléments alimentaires qui sont censés nous aider à perdre du poids? Symboliquement, j'ai toujours refusé d'en consommer et de m'intéresser ne serait-ce qu'à ça, parce que je suis convaincu qu'on n'en a pas besoin. Il y a des sportifs de haut niveau qui en utilisent, ça marche pour eux, mais c'est des sportifs qui sont au point où le moindre superflu de masse grasse pourrait leur causer du tort. Donc ils consomment notamment de la L-carnitine qui favorise le brûlage des graisses, donc ça peut être intéressant pour eux. Mais tous ces produits peuvent être néfastes finalement. Et est-ce que le jeu en vaut la chandelle encore une fois? Est-ce que pour être beau, pour perdre du poids, ça vaut le coup de se mettre en mauvaise santé alors qu'on peut sans? Si à la limite c'est le seul moyen, pourquoi pas? Mais c'est pas le seul moyen, on peut très bien sans. Lors d'une importante perte de poids, est-ce normal que les derniers kilos sont plus durs et plus longs à disparaître? Oui, c'est tout à fait normal quand on est en surpoids. On est plus lourd, on a plus de difficultés à se déplacer, on a besoin de plus d'énergie. Aussi, souvent, quand on est en surpoids, pas tout le temps, mais souvent, on consomme beaucoup de malbouffe, difficile à digérer, on manque de vitamines, de minéraux, donc le corps fonctionne un peu au ralenti, il a besoin de plus d'énergie, il est moins productif. À ce moment-là, on dépense plus d'énergie, on perd plus facilement. Si jamais on crée un déficit calorique un jour ou l'autre, on perd plus facilement. Plus le corps va perdre du poids, plus il va être en bonne santé, en forme, moins il aura de carence en vitamines et minéraux, etc. Et plus déjà il va être à l'aise, il va être alerte et il va dépenser moins de calories lors d'un effort dans la mesure où vous serez plus léger, chaque mouvement sera plus facile à faire, c'est plus facile de lever un bras qui fait 2 kg que de lever un bras qui en fait 10. Et plus la digestion sera facilement, plus le métabolisme de base sera bas et donc on dépensera moins d'énergie. Donc au final on dépense moins d'énergie, donc ça ne favorise pas la perte de poids quand on est déjà mince, quand on a déjà perdu du poids. Mais on a un corps en meilleure santé qui est plus productif, qui devient efficient. Donc c'est vraiment intéressant, c'est mieux d'un point de vue santé. Dernière question de Romain, quel régime conseilles-tu pour la perte de poids? Quel régime faut-il éviter? Je ne conseille pas de faire un régime, puisque régime souvent ça rime avec période courte. Sur quelques semaines ou quelques mois, on va changer notre alimentation, on va changer notre mode de vie, pour ensuite reprendre celui qu'on avait avant quand on aura atteint nos objectifs. Je pense qu'il ne faut pas penser comme ça, qu'il faut changer son mode de vie en créant des habitudes très progressivement, en supprimant ou en réduisant certaines choses d'abord, en augmentant d'autres choses après, comme les fruits et les légumes, en introduisant l'activité physique progressivement, laisser au corps physiologiquement le temps de s'adapter. Moins de bruit s'il vous plaît. Laisser au corps le temps physiologiquement de s'adapter et psychologiquement aussi de s'adapter pour ne pas faire de dépression, d'être trop frustré, etc. Tout ce qui pourrait nuire à l'efficacité de ce qu'on veut faire. Il faut changer son mode de vie, avoir un mode de vie plus sain, et ça passe par une indispensable progressivité. Louane, question 42, nous demande comment bien s'étirer pour avoir le moins de courbatures possible et comment faire pour continuer de bien manger durant ce confinement. Alors les courbatures, on a longtemps cru que c'était des toxines qui s'accumulaient dans les muscles. Le fait de s'étirer, ça fait circuler du sang, ça apporte de l'oxygène, des nutriments et ça permet d'éliminer les toxines. Donc dans ce cas-là, ça aurait aidé à faire passer les courbatures. Maintenant, on sait que les courbatures, c'est des micro-déchirures musculaires. Donc le fait de tirer dessus, ça va les aggraver, ça peut les aggraver, pas toujours, mais ça peut. Donc c'est pas recommandé de s'étirer sur des courbatures. Pour faire passer des courbatures, on recommande le froid. Donc soit les bains froids, les douches froides, etc. Ou alors boire beaucoup d'eau froide. Dans tous les cas, boire de l'eau. Consommer des aliments riches en oméga 3, les graines de lin, les poissons gras, etc. Et bien dormir. Voilà. Et laisser le temps fait bien les choses. Il faut lui laisser le temps de récupérer. Pour le confinement, c'est vrai que c'est une période vraiment difficile et inattendue, donc on n'a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de manuel comment affronter le temps en confinement, ou du moins je ne les connais pas. Mais je pense qu'il faut distraire son attention parce que quand on s'ennuie, on a tendance à aller trop facilement vers les placards, vers les frigos, vers la nourriture, nourriture, téléphone. Il faut essayer de profiter au maximum de ses proches, je pense, faire plein de choses avec, et essayer de réaliser tout ce qu'on n'avait pas le temps de réaliser avant. Écrire, lire, chanter, danser, se renseigner, se cultiver, faire plein de choses, tout ce qu'on n'avait pas le temps de faire avant, il faut essayer de s'occuper, je pense. Dernière question, Florian. Combien de temps de corde à sauter peut remplacer un footing d'une heure? Alors moi avant je pensais que la corde à sauter, étant donné que ça utilise les bras notamment et pas vraiment le footing, très peu, comme dirait le site Decathlon, 30 minutes de corde équivaut à 1 heure de footing ou des trucs comme ça, en tout cas que la corde c'est plus énergivore que le footing. Apparemment d'après le docteur Patrick Paquerque, Bacquert. Le saut à la corde, un exercice physique complet, en 2009, c'est un article qu'il a écrit. Selon lui, un pratiquant qui pèse 70 kg et qui fait 1 heure de corde à sauter avec une technique simple, et si son expérience est faible,
dépensera 560 kilocalories. Sur le site de l'université de Jussieu, un footing d'une heure à 8-12 km/h dépenserait environ 600 à 800 kilocalories. Donc on part du principe où un footing d'une heure à 8 km/h ça dépense 600 kilocalories, et faire une heure de corde ça dépense 600 kilocalories. Donc c'est à peu près la même chose. Comment expliquer ça dans la mesure où la corde fait utiliser les bras et on a l'impression d'être beaucoup plus fatigué après avoir fait de la corde qu'avoir fait un footing? Je pense que c'est parce que le footing, finalement, la corde fait faire un exercice qui est très monotone, linéaire. Sur la même ligne, on fait des sauts, on saute, on saute. Donc on s'habitue au bout d'un moment. La course à pied, on déplace une masse. Donc je pense que c'est le fait vraiment de se déplacer, de créer un mouvement en appuyant sur le sol, se propulser, qui va créer vraiment cette dépense énergétique. C'est une piste explicative que moi je trouve intéressante. Je n'en ai pas d'autres. Mais en tout cas, ça rompt avec mes préjugés. Je ne pensais pas que le footing et la corde à sauter étaient similaires en termes de dépense d'énergie. Donc combien de temps de corde à sauter peut remplacer un footing d'une heure? Eh bien, une heure de corde à sauter apparemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura instruite, qu'elle vous aura donné les réponses à vos questions. N'oubliez pas en commentaire de voter pour les questions qui vous ont le plus intéressé et que vous aimeriez le plus développer pour faire une autre vidéo qui s'appellerait Top de la fac numéro 1 de cette chaîne. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo à ceux que vous pensez qui pourraient aimer le contenu, à qui ça pourrait être intéressant. Oh, moins de bruit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, j'aime pas crier, ça m'énerve. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour avoir la suite des vidéos, notamment le top des questions. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous porterez toujours bien la prochaine fois. Bon courage à vous et à plus tard.